Alors, bienvenue à cette deuxième présentation. Je suis Samuel Riedo, Solution Architect chez AWS. Je suis accompagné de mon collègue Patrick Madec, lui aussi Solution Architect chez AWS. Et on va vous présenter comment se passe le scaling dans un cluster. Plusieurs points à l'agenda. Premièrement, les différents types de scaling. On a vu avant la présentation de Lucie qu'il y avait le scaling d'application. On va aussi se concentrer sur le scaling du cluster en lui-même, voir quels sont les outils à disposition. Ensuite, on passera à une présentation de Carpenter. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il apporte par rapport aux outils existants? Et enfin, mon collègue vous fera une démo. Alors, au niveau du scaling applicatif, on a vu avant à quoi ça sert. C'est tout simplement rajouter des ressources à une de vos applications lorsque la charge augmente. Vous avez plus d'utilisateurs, il vous faut plus de ressources. Comment ça se passe concrètement? Deux moyens de le faire. Le premier, c'est un scaling horizontal, c'est-à-dire on va rajouter des instances. Donc, que ce soit dans le cas de Kubernetes, des containers, ou si on utilise le terme exact, des pods. Donc là, si on a l'exemple, on passe de 1 pod à 4. L'autre type de scaling, c'est du scaling vertical. Au lieu de rajouter des instances, vous allez augmenter les ressources d'un container existant. Donc par exemple, vous avez un pod qui a 1 vCPU, 1 giga de RAM, vous le faites passer à 2 vCPU et 2 gigas de RAM. C'est une façon qu'on va rarement privilégier, car ce n'est pas dit qu'une application, si vous augmentez ses ressources, elle va avoir des performances meilleures. Ça dépend beaucoup de comment votre code est fait. Est-ce que vous avez une application qui supporte le multithreading? Et même si c'est le cas, vous aurez des limites au nombre de vCPU et de RAM que vous pouvez donner à un seul container, tout simplement qui sont définis par le serveur qui host ce container. Si vous avez un serveur qui a 24 vCPU, vous ne pouvez pas hoster un pod qui en a plus que 24 dessus. C'est pour ça qu'en général, on privilégie le scaling vertical, car si vous avez une application qui peut le faire, c'est-à-dire qu'elle est stateless, que chaque instance peut recevoir n'importe quelle requête et y répondre de la même manière, vous pouvez scale facilement de 2 pods à 200, à 2000, du moment que votre load balancer devant est capable de recevoir tout le trafic, ça fonctionnera. Pour pouvoir faire ça, dans les deux cas, ça implique forcément que votre cluster il a des ressources libres. Et si ce n'est pas le cas, on va faire du scaling du cluster, c'est-à-dire rajouter des nouveaux serveurs, ou dans le jargon Kubernetes, des worker nodes. Pour ça, on a un outil qui s'appelle Cluster Autoscaler, qui est natif à Kubernetes, c'est-à-dire qui est codé par la fondation Kubernetes, et qui va tout simplement vous rajouter ou vous supprimer des serveurs selon le besoin que vous avez pour hoster tous vos containers. Comment est-ce que ça marche un peu plus en détail? On commence avec des nouveaux pods, soit vous déployez une nouvelle application, soit vous faites un scaling d'une application existante. Votre cluster n'a pas de ressources, donc le scheduler de Kubernetes ne peut pas placer vos containers sur votre cluster. Il va envoyer un API call à ce fameux cluster autoscaler, qui lui ne va pas, par magie, pouvoir vous créer des nouveaux serveurs. Il faut que vous ayez un environnement de virtualisation, que ce soit un cloud public comme AWS, ou alors ça peut être si vous êtes sur vos propres data centers avec du VMware, du OpenStack. Et cet environnement-là va vous provisionner des nouveaux worker nodes qui vont être rattachés à votre cluster, ce qui va permettre au scheduler de finalement placer vos nouveaux pods sur ces nouveaux nœuds. Ça, c'est ce qui est fait dans 99% des clusters Kubernetes aujourd'hui. C'est la manière par défaut de faire du scaling de cluster. Elle marche bien, mais elle a certaines limitations. Notamment, l'efficacité de Cluster Autoscaler, c'est-à-dire à quel point il va rendre votre cluster proche des 100% d'utilisation, son efficience, n'est pas parfaite. Vous n'avez pas non plus de support pour des règles très poussées. Si par exemple vous voulez définir quel type de serveur on déploie dans tel type de data center, avec quelles contraintes. Par exemple, vous voulez que déployer des serveurs ARM dans le data center A, seulement pour des pods de l'application B, vous ne pouvez pas le faire avec Cluster Autoscaler. Et surtout, la plus grande limitation, c'est que ce n'est pas un outil qui a été prévu pour les clouds publics. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans un cloud public, on a des centaines de serveurs différents, que ce soit du Intel, du AMD, du ARM, peut-être vous avez besoin d'un GPU,
peut-être vous faites du machine learning, il vous faut une instance qui est spécifique à ce workload-là, et Cluster Autoscaler ne saura pas choisir l'instance optimale pour vos pods. Et il n'aura pas non plus connaissance de combien vous coûtent ces instances, car très souvent, on veut la moins chère possible. Si on prend par exemple AWS comme exemple, vous avez à peu près 600 serveurs différents que vous pouvez choisir. Donc si vous voulez le faire à la main, c'est tout simplement pas possible d'être efficient aujourd'hui. Et c'est dans cette optique qu'un nouvel outil, Carpenter, a été créé par AWS. Il est open source et il fonctionne sur tout type de cluster Kubernetes. Ce n'est pas uniquement une technologie qui fonctionne sur AWS. Et finalement, elle a ces limitations qui deviennent des avantages. Donc on a la capacité d'utiliser tout l'ensemble des instances à votre disposition dans un cloud, et vous avez une connaissance du coût que chaque instance a. Ce qui fait que vous allez pouvoir optimiser votre cluster en termes de coût pour qu'il soit le moins cher possible. Si on regarde un peu plus en détail, comment est-ce que ça marche? C'est pas très différent d'avant. Vous avez des nouveaux pods. Ces derniers ne peuvent pas être placés sur le cluster parce que vous n'avez pas de ressources à disposition. Avant, on passait par le cluster autoscaler qui allait parler à votre hyperviseur, souvent via une couche d'abstraction. Dans ce cas-là, ASG, si vous avez AWS comme hypervisor. Carpenter, lui, va tout simplement supprimer ces deux éléments et parler directement à votre hyperviseur. Et c'est aussi pour ça qu'il a la vision de tous les types d'instances que votre cloud offre et qu'il va pouvoir utiliser plus efficacement les différentes ressources. Ah, je suis désolé, j'ai quand même un peu de YAML, on est obligé à Kubernetes. Je vous rassure, il n'y a qu'une slide là-dessus. Comment est-ce que ça se configure? On a un fichier cette fois de type provisioner. Donc avant, Lucie vous a montré des fichiers de type pod, déploiement, service. Ici, on a un propre kind pour Carpenter, dans lequel vous avez plusieurs requirements qui sont donc des options de comment est-ce qu'il va fonctionner. La plus importante, c'est la première qui spécifie quel est votre hypervisor. Dans ce cas-là, on a AWS. Et on va aussi spécifier sous value quel type de serveur est-ce qu'il va pouvoir déployer. Vous pouvez limiter différentes familles d'instances si vous ne voulez pas utiliser tout ce qui est à votre disposition. Là, on est dans des termes AWS, par exemple C, c'est une instance ou une famille d'instances qui sont optimisées compute, donc aura un rapport CPU par rapport à la RAM qui est plus grand. M, c'est des instances plus générales qui sont assez équilibrées entre CPU et RAM. Et R, c'est des instances qui sont optimisées en mémoire, donc auront plus de mémoire et de la mémoire plus rapide. Mais ici, vous êtes libre de mettre ce que vous voulez. Le deuxième réglage, kubernetes.io/zone, ça spécifie dans quel data center est-ce que Carpenter a le droit de créer des serveurs. C'est toujours bien en production d'en avoir au minimum 2, donc des data centers séparés ou des availability zones. Ici, on en a 2, EU Central 2A et 2B. C'est 2 data centers à Zurich d'AWS. Enfin, en bas, on peut aussi spécifier quel type d'architecture CPU vous voulez. Est-ce que Carpenter doit créer des nœuds x86, ARM, les deux dans ce cas-là? Et enfin, je vous ai parlé beaucoup de notions de coût. On a dans les public cloud des instances qui sont facturées de manière différente. Sans trop entrer dans les détails, chez AWS, on a des instances qui s'appellent on-demand, vous n'avez aucune limitation, mais qui sont plus chères à ressources égales. Vous avez des instances spot qui ont certaines restrictions, mais qui, si ces restrictions ne vous gênent pas, seront moins chères. Et là, vous pouvez dire à Carpenter, dans quel pool est-ce que tu peux créer des instances? Et dans le cas où, dans cet exemple-là, on a des instances spot qui seraient disponibles et qui sont donc moins chères, il va privilégier ce type d'instance. Ça marche pas très bien. Hein. Voilà, faire du scaling vers le haut, c'est que la moitié du job d'un bon autoscaler. Carpenter fait naturellement aussi du scaling vers le bas, c'est-à-dire supprimer des serveurs lorsque vous les utilisez plus. C'est quelque chose que Cluster Autoscaler fait aussi, mais Carpenter va encore plus loin. Il va monitorer votre cluster en continu et il va à chaque fois essayer de faire des optimisations. Par exemple, ici, on a 3 serveurs, 3 worker nodes qui hostent une douzaine de containers. Il va regarder, OK, est-ce que c'est possible de supprimer ces 3 serveurs et de les remplacer par quelque chose d'autre, d'équivalent en termes de ressources, mais de meilleur en termes de coût. Et si c'est le cas, il va tout simplement vous refaire le déploiement. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez configurer
activer soit au niveau du cluster, vous pouvez le désactiver application par application, car quand on passe de cette situation à celle-ci, ça implique que ces pods-là, comme on l'a vu avant, sont supprimés et sont recréés ici. Potentiellement, vous avez une application qui gère ça mal, vous pouvez l'exclure. Comme d'habitude, ça se passe avec un peu d'YAML sous la partie consolidation. Voilà en résumé, vous avez deux outils pour faire du scaling de cluster. Le principal, Cluster Autoscaler, très simple à déployer, c'est un Helm chart. On a vu avant une commande. C'est natif à Kubernetes et c'est open source. C'est aussi quelque chose qui est là depuis plus longtemps, c'est plus mature. C'est ce qui est utilisé principalement aujourd'hui. Et ça supporte énormément de providers, donc que ce soit AWS, VMware, OpenStack et consorts. Carpenter, lui, est beaucoup plus jeune, il est encore sous développement actif. Et par conséquent, aujourd'hui, il ne supporte que AWS, mais c'est quelque chose qui est voué à changer. Le développement d'autres providers est déjà en cours. Et si vous pouvez l'utiliser, si vous avez un environnement compatible, vous aurez certainement un cluster qui sera plus efficient et donc moins cher. Voilà, sur ce, je vous propose de passer à une présentation, à une démo. Oui. Alors, donc on m'entend bien. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Donc, comme le disait Samuel, on va passer sur la partie démo. Alors, pour cette démo, on va utiliser un cluster Kubernetes qui est déployé du coup, sur AWS. Et ici, donc, je voulais simplement vous présenter en fait, donc, ce cluster. Il s'exécute sur Elastic Kubernetes Service. Donc, c'est un service managé sur AWS qui vous permet de provisionner rapidement un cluster Kubernetes avec un control plane. Donc, si on reprend les termes qui ont été utilisés par Lucie tout à l'heure, un control plane qui est managé par AWS. Donc, simplement, ah bah ça commence bien. Donc, je pense qu'il faut juste que je me relogue, très certainement. Voilà. Hop. Ça va arriver. Donc, c'est un cluster Elastic Kubernetes Service, EKS, sur lequel j'ai déjà installé Carpenter avec un Helm chart, puisqu'il y a un Helm chart qui est disponible pour Carpenter. Donc, c'est très simple à installer. Et ici, alors, je vais regarder sur la connexion Internet. Oui. Alors, excusez-moi, petit souci de connexion. Voilà, ça devrait aller mieux. Hop. Voilà, donc on recommence. Voilà. Donc comme je vous disais, on a un cluster ici qui est déployé. Ce qui nous intéresse, c'est simplement d'aller regarder ici dans la partie ressources. Donc vous avez plusieurs ressources qui sont déployées dans ce cluster. Si on va dans la partie déploiement, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure qui nous permet de déployer des réplicas sets, donc d'avoir de la fault tolerance, de pouvoir avoir plusieurs pods qui s'exécutent en parallèle. Donc on a un déploiement ici qui est créé. Le déploiement Core DNS, on n'en a pas parlé, mais c'est ce qui nous sert de DNS en fait dans Kubernetes par défaut. Et ensuite, on a un autre déploiement qui a été créé ici, un déploiement Carpenter, donc qui va nous permettre de gérer le scaling de notre application grâce au contrôleur Carpenter. Si on regarde rapidement ici, on voit que ce déploiement contient deux pods. Donc ici, je peux cliquer par exemple sur un des pods, les deux sont running. Et ces pods-là s'exécutent sur un node de type Fargate. Simplement pour définir ce qu'est Fargate, c'est ce qu'on appelle un moteur de calcul serverless sur AWS. C'est-à-dire que vous n'avez pas à déployer des machines virtuelles ou des instances. Vous pouvez directement utiliser cette couche de compute sur AWS pour exécuter vos pods. Donc ça permet simplement d'avoir une couche d'abstraction sur la partie node et de pouvoir simplement déployer des pods. Et chaque pod aura ce qu'on appelle une micro-VM qui est gérée par Fargate. Donc pas besoin de gérer finalement toutes les nodes.
on a directement des containers en mode serverless. Donc ça, c'est simplement pour définir le terme. Donc maintenant, on va pouvoir passer dans le terminal et on va commencer à jouer un petit peu avec Carpenter. Donc je vérifie simplement que je suis bien connecté. Ouais, donc j'ai bien mes deux pods Carpenter qui s'exécutent ici. Ce qu'on commence à faire avec Carpenter, comme l'a dit Samuel tout à l'heure, c'est qu'on va devoir définir un provisionneur qui va définir quelle machine je vais provisionner, quel type de CPU je vais utiliser. Donc on va pouvoir ici regarder donc, un premier déploiement. Donc, on utilise du YAML à fond ici. Donc ici, on a un fichier, donc un manifeste Kubernetes, qui définit une ressource de type provisionneur. Donc là aussi, c'est une custom ressource qu'on a déployée en déployant Carpenter. Et ce provisionneur, donc c'est le premier, c'est le default provisionneur. Il y a quelque chose qui est intéressant ici, c'est qu'on a dans la partie spec, on a ce qu'on appelle provider ref. Donc c'est ici en fait que vous pouvez définir sur quelle plateforme vous exécutez Carpenter. Donc ici, on exécute sur AWS. Donc j'ai aussi dans mon manifeste ce qu'on appelle un node template qui est spécifique à AWS. Si jamais dans le futur, Carpenter va certainement supporter d'autres cloud providers, on pourrait définir d'autres node templates pour exécuter ça sur d'autres clouds. Donc ici, on est sur un cluster EKS, donc on laisse cette partie AWS. Ensuite, il y a d'autres configurations qui ont déjà été présentées par Samuel, donc je ne vais pas y revenir plus que ça. On va s'intéresser surtout et garder en tête la partie limite ici. Donc avec Carpenter, avec ce provisionneur-là, on est capable de dire ce provisionneur, je ne veux pas qu'il provisionne, qu'il crée plus de 10 CPU. Donc imaginez que vous avez une application qui s'exécute dans le cloud. Vous avez un budget qui est limité, qui n'est pas extensible, donc vous ne voulez pas que Carpenter provisionne des centaines, des milliers de machines. Donc vous allez les limiter en termes de CPU qu'il provisionner. Donc ça apporte une certaine sécurité, on va dire, au niveau budgétaire. Ensuite, on a la partie consolidation. Donc ça, on va le tester aussi. Si jamais j'ai des nodes qui sont provisionnées dans mon cluster Kubernetes, mais je n'ai très peu de pods qui sont en train de s'exécuter, au lieu d'avoir 10 machines qui s'exécutent, peut-être que je peux en avoir 2 et faire ce qu'on appelle du bin packing, c'est-à-dire mettre vraiment tous les pods sur une instance ou 2 instances. Voilà. Donc ça, on va pouvoir le tester aussi. Donc ce qu'on va faire, on va déjà déployer ce provisionneur donc de cette manière-là. Voilà. Donc là, on a un provisionneur qui a été créé. Et ce qu'on peut faire maintenant, c'est déployer notre application. Donc pour ça, on a un petit fichier, un petit manifeste qui est là, qui donc, va nous permettre de déployer tout simplement un déploiement. Ça doit vous dire quelque chose, puisqu'on l'a vu juste avant. Ce déploiement, il utilise une image qui s'appelle pause. Donc c'est une image qui ne fait absolument rien à part utiliser du CPU. Donc on va utiliser ça parce que c'est très bien. Ce qui est intéressant, c'est que en termes, ce pod-là, cette définition, elle utilise un CPU. Donc voilà, à chaque fois que je déploie ce pod-là, il va demander d'avoir un CPU qui lui est réservé. Donc là, c'est ce qu'on fait avec ce déploiement. Et en termes de réplica, donc en termes de nombre de pods que je veux déployer, j'en ai 5. Donc là, ce qu'on peut faire, on peut directement faire un apply là-dessus. Voilà. Donc là, normalement, il va me créer mes pods. Donc on peut vérifier ça dans un namespace qui est workshop. Hop. Voilà. Alors mes pods sont donc en pending, donc ils ne sont pas en train de s'exécuter encore. Alors ce qu'on peut vérifier ici, alors, désolé. J'ai une petite ligne de commande qui s'exécute ici. On va la vérifier. Alors, on va faire un peu de ménage. Voilà. Donc on a un petit utilitaire qui s'appelle EKS Node Viewer qui vous permet de voir en fait les nœuds qui sont créés au sein du cluster.
Donc ici, j'ai 4 nœuds. Alors, on va dézoomer un petit peu. Voilà. J'ai 4 nœuds qui sont les 4 nœuds Fargate dont je vous ai parlé au début. Donc ceux-là, on ne s'en occupe pas. Finalement, c'est Core DNS et Carpenter qui s'exécutent sur ces 4 nœuds. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt ce dernier nœud ici, qui est un nœud qui vient d'être provisionné par Carpenter, et sur lequel s'exécute, ici, vous voyez, 7 pods. Donc on peut se dire pourquoi 7 pods alors que j'en ai provisionné 5. On a 2 pods qui sont également présents sur ce nœud. Donc c'est le cube proxy que vous avez vu tout à l'heure, qui est présent sur toutes les nodes. Et on a aussi un pod qui s'appelle AWS Node, qui est utilisé uniquement dans l'environnement AWS pour affecter une interface réseau à cette node, et une interface réseau qui permet d'avoir une IP routable au sein du réseau dans AWS. Donc voilà pourquoi on a 2 pods de plus. Donc là, on voit qu'on a provisionné une instance de type C6A 2XL. Donc C6, C, c'est la famille de l'instance, donc Compute Optimized. 6, c'est la génération. A, c'est l'architecture processeur. Donc là, on est sur du AMD. Et 2XL, donc c'est 2X large, ça définit la taille de l'instance. Là, on est sur 8 vCPU. Donc on a provisionné finalement une machine avec 8 vCPU, sachant que si vous vous rappelez bien, chacun des pods ici occupe 5 CPU, puisqu'on a déployé 5 pods de 1 CPU. Donc là, on a 5 CPU utilisés par Carpenter, forcément. Et ensuite, on a AWS Node et kubeproxy qui utilisent un petit peu aussi de capacité. Et donc, on est à 65% d'utilisation de cette instance. Donc, on va retourner ici dans la partie où on provisionne. Alors, je vais refaire un zoom. Voilà. Donc ce qu'on peut faire ici, c'est regarder aussi au niveau des logs de Carpenter. Ce qui est intéressant, c'est que Carpenter comment il a choisi cette instance-là, puisqu'on a énormément d'instances sur AWS qui existent. En fait, il a vraiment choisi celle qui est la plus optimisée en termes de coût pour avoir l'instance qui permet d'exécuter ses pods, mais aussi un coût optimal sur AWS. Donc ça, c'est ce qu'on peut voir. Alors, ce qu'on peut voir ici, voilà, on voit qu'ici, il a fait le choix de l'instance. Plus haut, il s'est aussi dit qu'il avait 5 pods, normalement, voilà, 7 pods à provisionner. Donc voilà. En fait, le scheduler s'est rendu compte que, a planifié l'exécution des pods dans le cluster. Donc on avait 5 pods qui étaient pending. Voyant ces pods qui étaient pending, Carpenter provisionne une node, et ensuite les pods vont pouvoir s'exécuter sur cette node. Maintenant, ce qu'on peut faire, si par exemple notre application a beaucoup de succès, on peut, ici, on peut se dire qu'on va scaler un petit peu l'application. Donc ici, on va faire un cas scale. On est dans le namespace workshop, l'application. Voilà. Et donc, on peut scaler par exemple à 12. Voilà. Donc ici, on a fait un scaling à 12. Maintenant, on va voir ce qui se passe du côté des nodes du cluster. Donc ici, on voit qu'on a une 6e node qui est en train d'apparaître. Donc c'est Carpenter, voyant qu'on est en train de scaler, on a de nouveaux pods qui sont dans un état pending. Donc lui, il comprend que voilà, il y a des pods qui doivent être exécutés. Et donc là, on a une nouvelle instance qui vient d'apparaître. C'est la C6A. Alors ici, je vois un peu. Ça doit être une. Voilà, c'est pas mieux. Alors, donc ça, normalement, c'est une instance qui est 2 fois plus petite qu'on a provisionnée. Et donc là, si on voit combien de pods s'exécutent, on en a donc, sur chacune de ces instances, on a 2 pods qui sont AWS Node et kubeproxy, donc qui ne sont vraiment pas relatifs à notre application.
et on a le reste qui sont des pods de notre application. Donc on a 9-2, là on en a 7 pods de notre application, et ici 3-2, on en a 1. Donc en tout on a 8 pods applicatifs qui sont en train de s'exécuter. Moi j'en ai demandé 12. Et donc pourquoi j'en ai pas 12 ? Tout simplement parce que si vous vous rappelez, au niveau du provisionneur, j'ai bien mis une limite à 10 CPU. Donc je peux en provisionner ici que 8, sachant que j'ai AWS Note et Kubeproxy qui prennent aussi de la place. Donc voilà, la limite, là on la voit en action, c'est-à-dire que ici je suis bloqué pour scaler davantage. Ensuite, ce qu'on peut également regarder, c'est la partie, ce qu'expliquait Samuel, la partie consolidation. C'est-à-dire que si maintenant j'ai mon application qui, par exemple, c'est la nuit, elle est moins utilisée, ce qu'on peut faire, et on va revenir ici, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut la scaler plutôt vers le bas. Et donc là, j'ai besoin finalement que de 3 pods pour répondre aux utilisateurs de l'application. Et donc si on peut regarder ce qui se passe directement. Donc là, j'ai toujours mes 2 instances qui sont en train de s'exécuter. Par contre, vous voyez, j'ai déjà le nombre de pods qui a changé. Là, j'ai une instance qui est en train de se provisionner. Et c'est une instance qui est plus adaptée aux 3 pods que je veux exécuter. C'est-à-dire que Carpenter a détecté qu'on avait 2 instances au sein du cluster qui ont trop de ressources par rapport au nombre de pods que je veux exécuter. Donc, de manière intelligente, il s'est dit je provisionne une autre instance. Je vais déplacer les pods sur cette instance qui est plus adaptée, c'est ce qu'on appelle du right sizing, c'est-à-dire qu'elle a la bonne taille pour ce qu'on souhaite exécuter. Et ensuite, voilà, on voit que ça supprime directement les deux machines en fait, qui étaient provisionnées. Et donc là, on fait ce qu'on appelle une consolidation. Donc de cette manière-là, en fait, en temps réel, on a une optimisation en termes de capacité utilisée dans le cluster. On est vraiment approvisionné uniquement ce qu'on utilise et ce dont on a besoin. Voilà pour cette démo. Si vous avez des questions après, n'hésitez pas. On a aussi des petits autocollants sympas, vraiment dédiés pour l'événement aujourd'hui avec Linux Seminar plus AWS. Donc n'hésitez pas à venir nous demander un petit sticker. Et voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup pour la présentation. Y a-t-il des questions dans la salle ? Ouh, du sport pour Jacques. Plus loin. Merci pour cette présentation super intéressante. J'avais juste quelques petites questions à ce sujet. Dans les slides, il y avait justement cette consolidation. On voit qu'on est passé de 3 nœuds d'une taille standard à un gros nœud et un petit nœud. J'aurais quelques soucis à gérer une infrastructure comme ça. Dans le cas où le gros nœud tomberait, on se retrouverait avec un cluster où on ne pourrait plus du tout avoir les ressources qui sont schedulables. Est-ce qu'il y a quelque chose... Bon, peut-être que dans le cadre de Fargate, c'est moins un problème parce qu'on pourrait super rapidement redémarrer une instance de même taille et puis redéployer les pods dessus. Mais est-ce qu'il y a des possibilités d'éviter ce genre de cas limite où on a une grosse instance qui host plein de pods et puis qu'elle cracherait puis on serait embêté avec la disponibilité? Oui, ça c'est possible. C'est quelque chose qu'on peut faire justement avec les règles qu'on met dans le provisionneur. On ne l'a pas montré ici en exemple, mais on peut définir quel type de nœud on veut, donc limiter la taille de grands nœuds. Et on peut aussi définir l'affinité entre les pods d'une application et les nœuds pour éviter qu'on ait tous les pods d'une même application qui se retrouvent sur le même worker. Ou aussi, si on veut les diviser en plusieurs data centers ou ability zones, c'est quelque chose qu'on peut configurer avec des règles, avec des policiers. Ok, merci. Si j'ose encore juste, la vitesse de disponibilité d'un nœud, là, je pense que c'est spécifique à Fargate, hein, que les nœuds arrivent en 5 secondes, ils sont là, ils sont disponibles. Non, c'était pas des nœuds Fargate, ça c'était vraiment des EC2 qui étaient provisionnés. Mais ça va rapidement parce qu'en fait Carpenter n'utilise pas l'autoscaling group, il va directement appeler l'API EC2 et du coup en quelques secondes on a une machine qui est disponible. Okay, et c'est aussi des nœuds qui utilisent une image qui est préconfigurée avec tous les outils Kubernetes pour être rapidement déployés et jouer en cluster. Ok, j'ai plus d'expérience du côté Azure où on attend facilement 5 à 10 minutes pour avoir un nouveau nœud qui arrive. Donc
c'est assez impressionnant de voir cette vitesse de disponibilité de ce cold start qui n'est pas du tout la même chose. Et puis juste peut-être une troisième question, ça va un peu dans le même sens. Dans Azure, on a ce concept de reserved instances où on peut payer en avance pour avoir des instances réservées d'une certaine catégorie, d'une certaine taille prédéfinie. Ça veut dire que j'aimerais... Est-ce que chez AWS, je pense qu'il existe un peu le même concept, mais est-ce que Carpenter est au courant de ces réservations qu'on a? Est-ce qu'il va utiliser les nœuds en conséquence et éviter d'utiliser des nœuds qu'on n'a pas réservés? Donc, est-ce que ça, c'est possible aussi ou pas? À ma connaissance, non. On peut réserver des instances dans AWS, mais j'ai pas connaissance qu'on le fait pour du scaling de cluster Kubernetes. Donc, je dirais que non. D'accord, ok. On peut simplement spécifier, en fait, ça serait de le faire manuellement, de spécifier à nous dans la configuration qu'on veut des instances de tel et tel type. Ça, on pourrait le faire manuellement, ouais. Ouais. D'accord. Ok, merci beaucoup. Il y avait une autre question par là, avant en tout cas. Prochaine question? Apparemment, elle a disparu. Y aurait-il une autre question? Ça ne semble pas être le cas. Après le spoiler alert de Jacques de tout à l'heure, effectivement, il y a de la bière, c'est pas du vin, qui est offert. Puis je vous demanderai de venir ici, c'est un peu délicat. Merci beaucoup. Alors vous avez aussi naturellement... Bon, pour Samuel, ce n'est pas une nouveauté, mais je viendrai avec vous. C'est du chocolat de la région,